pense être un bon artiste, mais je suis un vrai con aussi. J'y arrive pas, ça sert à rien. Quand t'es nul, quoi. Moi j'aime tout le monde, mais je gueule sur tout le monde. C'est une façon d'être juste. Je crois que le but dans la vie, c'est de s'accorder. C'est un peu comme quand t'es en couple. C'est pas de s'aimer, le plus important, c'est de se supporter. Voilà, se supporter dans la durée et dans le temps. Nouvelle émission, réflexion à la con. Salut, ici David Cramps. Je te dis pas que ce que je pense c'est la vérité, hein. Je te dis juste mon idée actuelle qui peut changer demain ou dans 2 heures. Comment est-ce qu'on fait pour se supporter dans les deux sens du terme? Tout ça, ça génère du clic. Ça sert à rien de crever la dalle. Et c'est malsain. On n'est pas cantonné à une étiquette avec cette espèce de décorum, ces espèces de clowns avec leur pompe de pute. Je suis l'ami de tout le monde, hein. Je suis aussi l'ami des gauchistes, y a aucun problème, mais pas des bien-pensants. Le vaccin n'a jamais affaibli le système immunitaire. Il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est de faire des concerts, d'aller jouer. C'est assez amusant parce que la scène, c'est quand même le seul endroit où vraiment t'es libre. C'est un produit que l'on vend. À savoir que le produit, moi, c'est ma vie. Je suis convaincu que la bande dessinée est en fait, au XXe siècle, le refuge du dessin. Tu connais les brouteurs ou pas? Oui, on en a fait une chasse au Togo, non? On les brûlait, en fait. On peut faire évoluer les mentalités en leur faisant honte, en leur foutant des coups de bâton sur la gueule, par exemple. En vivant seul, on vit ensemble. On est féministe, on vous accueille avec beaucoup de bienveillance, surtout quand on a besoin d'un petit coup de temps en temps. Quand vous atterrissez en psychiatrie, ils vous dessapent pas que de vos fringues, ils vous dessapent aussi de votre humanité. Le masque me permet de garder ma vie privée. J'ai aussi 2 belles cicatrices à la tête ici, hein, qui sont des agressions. Il avait la gueule comme ça, toute gonflée. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui n'allait pas dans l'opinion bien pensante publique actuelle. J'ai parlé d'un viol que j'ai subi quand j'avais 19-20 ans. Mais moi je suis pas ni saltamanque ni artiste, je suis Philippe. Je suis Philippe à la scène comme à la ville. Ce qui serait choquant de dire en France, ici je peux me permettre de le dire sans crainte. C'est-à-dire qu'en France, on va en prison pour ses pensées. On donne un regard sur ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui, qui est une grosse merde. J'avais la phobie de l'école. J'allais tous les matins comme à l'abattoir. Je subissais ça en fait. Plus la violence des gosses. De toute façon, à quoi ça sert de faire des enfants? J'ai le droit de faire des lives pour des adultes quand même. J'appartiens pas aux enfants. Merde! Est-ce qu'on peut porter plainte pour harcèlement contre des enfants? Pour ce qui est de Charlie Hebdo, c'est une évidence. Hein. On sait très bien que c'est une guerre, donc même s'il ne faut pas le dire, pour ne pas voir. Il n'y a rien qui est prédéfini. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure. Il faut s'adapter. En fait, j'écris n'importe où. J'écris sur des coins de nappe, mon agenda, j'écris sur ma main. La bande dessinée, c'est générationnel. Les gens qui m'ont lu, la génération de Métal-Hurlant, sont attachés à notre type de dessin et à ces choses-là. Quand ils disparaîtront, nous disparaîtrons avec. La proportion de gens qui ne savent toujours pas ce qu'est un virus, elle est à peu près identique à ce qu'il y avait avant la crise. Et la fameuse ARN messager, c'est des équipes françaises qui ont mis ça en évidence. Je pense que ce qui est dommage, c'est que les gens ne maîtrisent pas ces notions-là et donc sont à la merci de n'importe quel charlatan. Il faut beaucoup de temps pour réinformer correctement quand les gens ont été saturés de conneries, quoi. Et surtout, quand les conneries les confortent, on doit toujours écouter les gens qui pensent différemment de nous et qui vont à l'encontre de nous, même quand ils disent des conneries. Ça veut pas dire qu'ils ont raison. On parle de prostitution, mais moi je suis une vraie pute, quoi, ça c'est clair. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent. J'espère aussi, mais tu connais les enfants, ils regardent toujours par le trou de la serrure. C'est que l'État français incite les patrons à payer au SMIC. Laissez-nous survivre. Il l'a mal pris, c'est son problème, j'en ai rien à foutre. J'aurais tendance à penser aujourd'hui que si on est une femme, c'est pas plus difficile. Loin de là. Peut-être que ça ne s'arrête pas, quoi. Que la fête ne s'arrête pas. Voilà ma réflexion à la con de ce jour. Salut, ici David Cramps, alias Gourouka, pour le 14e chapitre de Ralk. Bonjour, Super Noiseau. Dis donc, Super Noiseau, tu m'as volé mon modo. Je vois, il est même pas là et toi t'es là. Ça, c'est un truc de malade quand même. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Nous avons un modo international qui fait entre la Suisse et la France. Je suis fier de l'avoir initié à cela. Bon, les amis, vous n'êtes pas encore nombreux. On va recevoir Sandrine, Malika, Charlemagne dans quelques instants. Mais je souhaitais vous parler du clip sur Céline, Jamais ne briller. Et faut que ça monte là, faut que ça monte le compteur. Hein 61,
Le reste, c'est budget ma poche. Hein. Pour tous les rageux qui disaient, ouais, Cramps, dès qu'il y a moyen de se prendre un petit billet, nanana, il est dans tous les coups. Bah, Cramps, pour l'instant, il met les billets. Mais ouais, c'est normal que je cherche des billets. Faut que je bouffe comme tout le monde, t'as vu. Bon, bref. Donc, on va retrouver Sandrine Malika Charlemagne qui va nous parler de son dernier livre, La Voix du Moloch. Elle est auteure mais aussi réalisatrice. Elle a réalisé un petit film pendant le premier confinement qu'elle a appelé Mon 18e sans bruit. Voilà. Elle va sûrement nous en parler juste après. Donc, je vous envoie le making-of de Jamais ne briller en espérant que ça vous motivera à mettre des sous-sous dans la cagnotte. On tourne dans 2 semaines. Donc, le prochain Ralk, la semaine prochaine, le 15, qui sera avec Pierre Ellinger, sera la dernière et il nous prépare quelques petites surprises. C'est un découvreur de talent, un promoteur du verbe, donc il va nous faire une belle petite émission pour la dernière, voilà, la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on tourne le clip. Donc, nous avons trouvé le décor, je viens d'apprendre que nous avons la maquilleuse, on a presque tout, il nous manque encore quelques détails qui vont se fignoler dans les 2 semaines, et on vous prépare un beau clip, Jamais ne briller. Je vous envoie tout de suite le making-of, et j'appelle Sandrine, et on se retrouve pour le Ralk numéro 14. Moi, voyez-vous, Ferdinand, je suis toujours secrétaire. Rien que secrétaire. À travers toutes les circonstances, vous ne me verrez qu'en secrétaire. C'est le titre que j'ai choisi, jamais davantage, jamais. Secrétaire, pas plus, voilà tout. J'arrive, je ne dis mot. La discussion est commencée. Bien, je vais m'asseoir tout doucement, bien tranquille, à la gauche du président. Remarquez, je ne dérange personne. Les débats s'ouvrent et se déroulent, termes passionnés, burlesques ou moroses. Aucune importance. Dans tous les cas, aucune suite dans les idées, c'est impossible. Aucune cohérence. Voilà, je pense que ça sera mieux. D'accord. C'est important d'en parler. Ça y est, avec les pierres et avec le... Et ça, est-ce qu'on... Paul voulait mettre un peu de peinture, on le laisse comme ça ou pas? Ah bah si Paul peut mettre un petit tout petit peu de peinture là-dessus. Ah Paul? Ouais, je suis d'accord. Que je fasse une couleur mat, couleur blanc cassé. Oui. C'est 71, 72, les colorés, donc on les mettra plus à l'arrière. Comme ça on fout le président ici, en arrière ici. Oh, on peut mettre le président de ce côté-là, c'est peut-être mieux. Comme ça il a ce mur-là. C'est très bien. C'est très bien, ouais. Puis ensuite on regarde l'arrière des corps, on tourne et puis on regarde là où il ne faut absolument pas aller, quoi. Je voulais vraiment une atmosphère sombre puisque c'est des gens qui dirigent, qui eux-mêmes sont dirigés par une personne qui se met à l'écart. C'est l'ombre dans l'ombre. Ça peut marcher le patchwork, c'est juste les intentions que tu veux mettre derrière le patchwork, parce que le patchwork peut te dire autre chose de ce que tu veux raconter. Parce que là, la table devait être comme ça en fait. Ouais, on va descendre à 4 comédiens, c'est les deux. Esthétique, alors faut quand même. Ouais, non, mais je sais. Vous pouvez monter aussi, parce que je sais pas si vous avez filmé de là-haut. Non, on va pas utiliser votre champ, après peut-être du niveau de l'escalier, je pense. Ouais. Les débats se poursuivent quand même et d'autant plus véhément. On va peut-être faire un plan ici. Pour la prise de la parole, ils veulent tous la garder tout le temps. Mais les délégués empêtrés qui n'arrivent pas à placer un traître mot de leur discours, ils trouvent le président infâme, ils rongent leurs freins dans le coin de leur chaise, ils préparent les pires fâcheries pour assaillir ceux qui gardent comme ça tout le crachoir. Ils ont perdu le nord et le sud, le sens de la porte, le large et le travers. Ils savent même plus de quoi ils retournent. Le temps fourbure ravagé sur les boulets, ils s'écroulent. Une sorte d'angoisse les étreint. Ils sont tous en train de filmer là. Il y aura 50 caméras. Et donc ouais, c'est dans... J'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais là. Oui. Maintenant, j'étais au Toulouse l'année dernière. J'ai fait un test lundi. On a fait un petit peu dans un machin. Il faut le prendre, il faut avec simplement... suspendu là-haut. C'est un objet fragile. Ouais. On va être 12. Hein. Super chaud en bas. Il y avait un mur là, il y avait du béton jusqu'au bout là, il y avait 30 cm, il fallait piocher au marteau-piqueur, tout descendre et puis pour rattraper cette surface-là, faire une double surface à ce niveau-là. Il n'y avait pas de poutre. L'histoire d'ici, on sait que ça a été un bar. Donc ça a été donc une planque du FLN. Ouais. Après, ça a été, il y a un architecte qui a repris le lieu. Pour vous, c'est bon? Ouais. Il faudra refaire une visite avec Geoffrey.
Ouais, bah, en tout cas, merci pour tout, c'est super gentil. Merci d'être venu aussi. C'est chouette, c'est un chouette projet. Ouais, j'ai commencé à lire la partie sur Céline. Je suis tout à fait d'accord quand on dit que c'est l'auteur de... Ouais, du XXe siècle. Et il est dans la Pléiade, hein, donc... Ah oui, ça, de toute façon... Pas tout, par contre. Il n'y a pas tout. Pas tout. Ouais. Ah, je savais pas. Il n'y a pas les trois pamphlets, ne sont pas dans les... Je ne savais pas. Normalement, on est là, on arrive le matin et on repart le soir. Hein. C'est ça qu'il y a, pour la discipline, une clé. Ah, normalement, on arrive à l'heure. Quoi? C'est à l'heure? En tout cas, merci beaucoup, Virginie et Paul. Il n'y a pas besoin d'autres mesures? T'as tout ce qu'il te faut? Voilà, c'est bon. Ok. La mesure de la pièce. Faut pas une seconde en retard, pas une seconde en avance. Faut que ça tombe pile exactement, partir juste à l'optimum. Celui qui écrit des scénarios de films d'horreur, c'est un rêve ici. Avec les 3 caves, la chambre ici, c'est un rêve. Bonjour Sandrine Malika, je peux t'appeler Sandrine, hein, je t'ai toujours appelé Sandrine. Tu fais comme tu veux, y a pas de souci. Ça va, bah bienvenue, hein, bienvenue pour le 14e épisode de Ralk qui commence tout doucement. Annoncez-vous les 3 personnes, je sais pour le Super Noiseau, mais les autres, annoncez-vous. Donc, Sandrine, déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, bon, on se doute que c'est pour un bouquin puisqu'il y a l'affiche sur le côté, mais La Voix du Moloch. Parle-nous un peu de toi. Alors, je me présente, je m'appelle Henri. Henri ou Sandrine? Je voudrais bien réussir ma vie. La 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 la. Non, je m'appelle Sandrine. Sandrine Malika Charlemagne, ça ne s'invente pas. Et donc pourquoi Sandrine Malika? On peut se dire pourquoi Sandrine Malika. Sandrine parce que oui, je m'appelle Sandrine, et Malika parce que je m'appelle également Malika. Parce qu'en fait, à l'origine, je devais m'appeler Malika, et mes parents se sont frités le jour de ma naissance. Et donc, ma mère étant un petit peu, voilà, ma mère était fâchée, et donc, au lieu de m'appeler Sandrine, elle m'a appelée Malika. Mais au sein de la famille, très souvent, en fait, mon père ou mon grand-père m'appelait Malika. Donc là, j'ai décidé de reprendre ce second prénom, et enfin, ce second prénom ou ce premier prénom, et du coup, ça donne Sandrine Malika. Ça peut être Sandrine, ça peut être Malika. D'accord, ouais. Ok. En vrai, t'as grandi, on t'appelait Sandrine, à part ton grand-père, etc. Et par la suite, t'as récupéré ton prénom, qui était ton vrai prénom. Mon père m'appelait Malika ou m'appelait Sandrine. Donc voilà, je l'ai repris un peu par affection, par aussi du fait de mes origines, sans non plus en faire un... Mais je me sens complètement française, mais il y a une part de moi, enfin, en tout cas de moi. Enfin, moi, je suis née ici, mais j'ai cette part liée à mon père qui vient d'Algérie. D'accord. D'où le fait de composer ton prénom avec un trait d'union, Sandrine Malika, qui est une entité entière de toi, quoi. Je pense pas du tout que ce soit un problème. Hein. C'est même mieux. Au moins, c'est toi en entier. C'est pas 2 prénoms, c'est un prénom composé, quoi. Voilà, on a par exemple Marie-Madeleine, etc. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ton 4e... Donc, oui, oui. Dire la voix du Moloch. C'est ça, La Voix du Moloch, mais c'est ton... T'as fait plusieurs bouquins avant, c'est pas ton 4e, c'est ton... Non, bon, disons que c'est le 3e, mais c'est peut-être le premier vrai roman, dans le sens où là, j'ai essayé de construire davantage, d'abord avec la forme narrative, avec le L, l'emploi du L, alors que précédemment, par exemple, j'avais publié un ouvrage qui s'appelait Mon pays étranger, aux éditions La Différence, et là, Mon pays étranger, pardon, était écrit au jeu, et c'était une immersion dans le pays des origines de mon père, parce que je ne connaissais pas du tout l'Algérie, et j'y suis allée très très tardivement, en 1994 exactement. Non, qu'est-ce que je raconte? 1992, j'avais fait une petite incursion comme ça, et ensuite j'y suis retournée plus longuement en 2000. Et après, je m'embrouille un peu dans les dates parce que c'est lointain, en 2000, et bien plus tard, j'ai commencé à écrire cet ouvrage, Mon pays étranger, qui relatait cette période, c'est-à-dire cette immersion en l'an 2000,
parce que j'avais envie de rendre vraiment hommage aux gens que j'avais pu rencontrer là-bas. Ça m'avait beaucoup ému, comment j'avais été accueillie en Algérie. Et puis en filigrane, il y avait l'ombre du père, puisque mon père est enterré là-bas. Et donc je faisais une immersion comme ça entre les origines et puis cette découverte du pays où j'étais restée un mois. Et vraiment plus tard, j'ai écrit ce livre que j'ai appelé Mon pays étranger. D'accord. Et pour revenir... Oui. Pardon. Oui, là, La Voix du Moloch, c'est plus, disons, un roman, dans le sens où là, par exemple, je n'ai pas employé le jeu, alors qu'à l'inverse, dans Mon pays étranger, j'écrivais à la première personne. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler maintenant de La Voix du Moloch? Déjà, pourquoi le Moloch et pourquoi La Voix du Moloch? Pourquoi ce titre hein, qui fait peur quand même? Moloch, c'est bien celui qui bouffe les enfants, non? Oui, alors c'était un dieu dans la tradition biblique, dans la région de Canaan, ouais. Où on sacrifiait effectivement des enfants. Et ça m'a parlé par rapport au sujet du livre, puisqu'il est question d'un rapport entre une mère et sa fille, mais pas seulement, hein, parce que là, le personnage, comme tu as pu le voir, gravite, et il y a toute une série d'autres personnages qui sont présents, mais il y a ce nœud entre la mère et la fille, et donc comme il est question d'une enfant, quelque part, parce que la fille est traversée par des souvenirs d'enfant, donc il y a ce Moloch qui est présent, parce que peut-être qu'elle a le sentiment d'avoir été sacrifiée, mais Moloch, c'est aussi... Dans le film de Fritz Lang, Métropolis, c'est aussi la machine à broyer le travail, cette espèce de machine où sont présents des ouvriers qui triment, et c'est aussi la machine qui vous broie. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé la voix du Moloch. D'accord, donc c'est vraiment... Enfin, en gros, c'est la relation entre... la relation... dans la tête de la fille par rapport à sa mère, c'est ça, avec d'autres personnages qui s'intègrent dans l'histoire et qui représentent un peu... Enfin bon, je te laisse en parler, hein, t'en parleras beaucoup mieux que moi. Il y aura une lecture d'ailleurs pendant la pause qu'on fera un peu plus tôt à 13h45 je pense, ou 13h50, on fera une pause et il y aura une lecture justement qui sont 3 extraits ou 4 extraits, je ne me souviens plus, de La Voix du Moloch. Qu'on mettra tout à l'heure. Voilà. Je reviens à toi, excuse-moi. Lu par toi. D'ailleurs, je voulais te remercier par ailleurs pour ton invitation. Et un petit clin d'œil à la Cantada, au Cénacle du Cygne, puisque de mémoire, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Oui. Et donc, c'est un lieu quand même qui était mythique, quoi. Avec, je salue YG, Jean-Louis Pierre pour ses vers assez extraordinaires, la poésie de Juan, Jean Cardy, ce chanteur d'opéra magnifique. Enfin, il y avait toute une série comme ça de personnages, je ne sais pas si on peut dire des personnages, mais qui gravitaient et qui passaient à la Cantada au Cénacle du Cygne. Merci à Marc-Louis Questin, puisque c'est lui l'organisateur de toutes ces soirées. Et c'est lui qui organise le concert de YG Lumia Dark le 14 juin, je crois. Le 12 juin, samedi 12 juin, au voûte Paris 13 à 17h. Voilà, c'est Marc-Luc qui organisera ce concert avec YG et Lumia. Excuse-moi de t'avoir interrompu, j'en profitais. Donc voilà. Je me permets de faire ce petit rappel, puisque c'est quand même là que nous nous sommes rencontrés. Ouais, on rencontrait beaucoup de gens et c'est là où j'ai rencontré la plupart des premiers artistes que j'ai côtoyés quand j'ai repris mes activités artistiques. Filka aussi. Filka, oui, Filka qui était avec nous il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai écouté à la Cantada. Filka et Toy. Ouais. Mais bon, c'était surtout Filka qui venait à la Cantada. C'était surtout Filka. Enfin, en tout cas, moi, c'est effectivement que j'ai vu. Après, alors, on a effectivement la voix du Moloch, mais il y a eu ce temps de confinement, peu avant la sortie de mon ouvrage, parce que mon ouvrage est sorti en novembre 2020. D'accord. En pleine période de confinement, on a pris la décision avec l'éditrice en soutien aux libraires de maintenir cette diffusion.
ce qui n'a pas été sans risque, mais bon, on l'a assumé. Donc il y a eu la petite période de confinement. Alors dans ce temps-là, j'essayais de revoir, de repenser à un petit texte, une sorte de témoignage sociétal. Je ne sais pas si je vais arriver au bout, mais enfin en tout cas je suis dessus. Mais en parallèle, la période elle était tellement étrange que avec ma petite caméra, je suis sortie dehors et j'ai filmé comme ça certaines ambiances parce que c'était tellement singulier ce Paris quasi désert quoi pour le coup. Et donc j'ai pris quelques images. Et t'en as fait un film par la suite alors? T'as regroupé ces images? Oui, alors j'en ai fait une sorte de moyen métrage qui dure à peu près 26 minutes. Mais j'espère qu'on trouvera l'occasion avec ma productrice de pouvoir le diffuser. Et je sais que tu as toi quelques petits extraits. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on va les... On peut le mettre. C'est vrai que avec ta permission, j'ai fait un petit trailer. On n'a pas eu trop le temps de demander à ta productrice. J'espère que ça conviendra. Je m'ai posé la question, il n'y a pas de souci. Donc on va vous mettre ça. Alors c'est condensé en 1 minute. Hein. C'est un petit trailer qui donne rien, mais au moins on voit les images de Sandrine parce que tes images sont vraiment très très belles. T'as des moments, des passages, des gens qui passent dans le cadre. Je veux dire, t'as un vrai œil. Et j'ai adoré ce film pour ça, donc j'espère qu'il va être diffusé au public très prochainement. Et donc je vais vous mettre justement un petit extrait, alors qui dure 1 petite minute, et on se retrouve tout de suite. Salut la France, moi c'est Chérie, moitié Jojo, moitié Kiki. Pure parisienne, j'aime les sorties, manger des fruits, traîner la nuit, me lever tôt, donner ma sueur, chasser mes peurs, toujours à l'heure, faire des bons plans, soigner mon cas, j'avoue j'ai le sang. Nous sommes en guerre sanitaire certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre notre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Dans le miroir, la vie est belle, te porter chance, tellement facile. Comme dans un film, se voir briller, de sous son voile, seul comme étoile. Ce sera donc le début d'une nouvelle étape. On est de retour avec Sandrine Malika Charlemagne. D'ailleurs, c'est beau comme nom de famille, Charlemagne. Ah, mais merci. Mais là, c'est un peu le hasard. Hein. Ouais. C'est le hasard. Pourquoi le hasard? Tu peux nous expliquer? Le hasard, le fait que c'est le nom de ma mère. Et en fait, ma mère portait le nom de son beau-père. D'accord. Parce que tu portais pas le nom de ton père alors? Non. D'accord, ils étaient séparés dès le départ ou tu as vécu avec ton père et ta mère? Non, j'ai vécu effectivement avec mon père et ma mère jusqu'à peu près l'époque du collège. Après, ils se sont séparés. Ouais. Mais en fait, je suis ce qu'on appelle une enfant non reconnue. Donc du coup, je porte le nom de ma mère. D'accord, ok. Rien de tragique. Hein. Oui, rien de tragique. Je me suis permis peut-être d'aller dans ton intimité, j'aurais dû me taire, mais... Si tu me poses la question, du coup, j'y réponds. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. Hein. D'accord. En tout cas, tu fais beaucoup de choses. Hein. Je vois la réalisation. Quand c'est connu, tu me parlais de Armand Gatti. Tu faisais du théâtre aussi, c'est ça hein? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de beaucoup échanger avec lui. J'ai participé à ce qu'on appelle... une expérience à Neuvic où j'ai joué avec lui et c'était formidable. C'était un homme extraordinaire, extraordinaire. J'ai lu beaucoup de ses œuvres, notamment un immense volume qui s'appelle La Parole errante. Enfin, je dis immense parce qu'il fait à peu près 1000 pages. Là, c'est toute une traversée et c'était un sacré bonhomme. Tu veux nous parler un peu plus de ton livre? Alors, oui. La Voix du Moloch. Oui. Qu'en est-il de La Voix du Moloch? Alors, en fait, j'ai voulu quelque part rendre hommage à ma mère, parce que je me suis inspirée d'un certain vécu, mais j'ai voulu rendre hommage aussi à ce que j'appellerais les gens, si je pourrais les appeler comme ça, les gens du prolétariat.
Donc c'est l'histoire d'une femme qui, on le sait en filigrane, une femme qui était ouvrière, enfin elle vient de la région de Picardie, elle a bossé en usine, après elle monte à Paris, parce que Paris, bon ben voilà, Paris c'est là où on peut trouver du boulot et tout. Donc elle vient à Paris, elle fait différents boulots, femme de ménage, elle bosse dans un hôtel, et puis de fil en aiguille, elle finit par trouver un autre travail qui est vendeuse en lingerie féminine au Printemps Haussmann. Et là, bon bah pour elle, c'est une forme de consécration. Et elle va y rester d'ailleurs de nombreuses années jusqu'à la fin de sa carrière. Et donc, je me suis un peu inspirée d'elle parce que dans ce livre, voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est mise en retraite après avoir travaillé en tant que vendeuse au printemps. Mais une fois mise en retraite, en fait, c'est le boomerang. Le boomerang, c'est-à-dire cette femme finit par totalement sombrer, par avoir une hantise, c'est de manquer d'argent, et du coup, elle perd complètement pied. Elle tombe d'une certaine façon, oui, elle tombe malade. Donc elle perd pied, elle commence à entendre des voix dans sa tête, d'où un peu aussi cette histoire de voix du Moloch. Elle entend des voix, alors c'est des voix qui lui donnent les bons numéros du tiercé. Enfin, il lui semble qu'elle entend les bons numéros, et une fois qu'elle va jouer au guichet des turfistes, bah finalement, il y a une autre voix qui lui donne d'autres numéros, et ce qui fait qu'elle ne joue jamais les bons. Et ça, en fait, la fille qui rend visite à sa mère apprend cette histoire, parce que la mère dit donc à sa fille que voilà, elle va jouer au tiercé, ces maudits dada, comme elle les appelle, les maudits dada, qu'il faut bien qu'elle finisse par gagner, qu'elle va attraper le jackpot, parce que ça, voilà, elle veut absolument le jackpot pour pouvoir avoir une plus belle maison. Parce que là, elle est dans un petit appartement, c'est un petit 30 mètres carrés. Il n'y a pas la douche. Alors elle a son petit ballon d'eau chaude depuis peu d'ailleurs, peu avant d'avoir été mise en retraite. Elle s'est fait installer son ballon d'eau chaude. Mais bon ben voilà, son rêve c'est de pouvoir avoir une maison un petit peu plus voilà, enfin plus confortable. Exactement, confortable. Mais bon, elle est dans elle est dans une problématique d'enfermement, elle ne sort presque plus de chez elle. Elle a cette peur du manque, ce qui fait que du coup, elle se rend aussi à la soupe populaire pour se nourrir, parce qu'elle pense que elle ne va plus y arriver. Et la fille, donc, rend comme ça visite à cette mère qui en fait est tellement emmurée que la communication ne passe pas. Et c'est sur ce fil ténu que j'ai voulu essayer de travailler, enfin ténu. C'est un peu lourd, c'est aussi un petit peu lourd parce que la communication ne passant pas, il est très compliqué pour cette fille d'aider sa mère à s'en sortir. Donc j'ai voulu rendre hommage à ces gens du prolétariat. Et tu vois, par exemple, je fais des petites recherches actuellement, et quand je lis, par exemple, que un certain Tom Enders, patron d'Airbus, qui, parce qu'il quitte ses fonctions, va recevoir 37 millions d'euros d'indemnité de départ, ce qui représente à peu près plus de 20 siècles de SMIC, que, indépendamment de ce bonus, en fait, son revenu annuel, c'est à peu près 3 millions d'euros, ce qui représente 250 000 euros par mois. Et là, c'est juste un petit exemple. Je suis parfois complètement scandalisée. Voilà, scandalisée, atterrée. C'est pas du tout de l'envie, hein. Je suis pas du tout envieuse, mais je trouve qu'il y a quand même des écarts trop de disparités considérables, mais vraiment c'est colossal comme fossé, et que ça ne devrait pas exister. Et indépendamment de la mère qui se retrouve dans la voie du Moloch, on a plein d'autres personnes qui ont ensuite des retraites de misère, sans parler des petits agriculteurs. Il y a plein de gens qui ont ensuite des retraites qui leur permettent à peine de quoi finalement de quoi tenir. Et ce n'est absolument pas normal qu'on se retrouve dans ce genre de situation
Donc, le partage voilà, il devrait y avoir un partage plus équitable, et on en est loin. Bon, c'est peut-être une petite digression, hein, ça n'a peut-être rien à voir avec la voix du Moloch, mais en même temps, si, parce que cette femme... Parce que tu montres ce genre de population qui, elle, crève vraiment la dalle et essaye de s'en sortir. Et... Voilà, et donc du coup, comme j'essaie d'écrire voilà, sur autre chose, et que je lis, voilà, je cherche un petit peu, je lis, je tombe sur ce genre ce que je viens de lire. Je trouve ça, voilà, c'est atterrant, plus qu'atterrant, c'est révoltant. Ouais. Alors, pour en revenir à la voix du Moloch, donc nous avons cette femme qui est traversée comme ça par cette hantise et quelque part ce désespoir, et elle est, voilà, elle est enfermée dans sa, quelque part enfermée, oui, dans sa folie. Et nous avons Alice. Alice, c'est la fille. Et Alice qui croit quand même que on peut de toute façon s'en sortir, et qui bataille. Alors Alice est vacataire dans l'éducation nationale, elle fait des petits remplacements quand elle en trouve d'enseignement, donc elle est, disons, un peu précaire, mais elle a l'habitude de cette précarité, elle s'y est, disons, habituée. Elle n'a pas trop le choix, et là c'est pareil, c'est comme beaucoup d'autres personnes qui se retrouvent confrontées à cette précarité, des petits boulots qu'on attrape à droite à gauche, et bon an mal an, ben, on fait avec. Et donc Alice, c'est quand même une battante, et donc on la voit comme ça batailler dans sa survie, et rencontrer aussi d'autres personnages qui gravitent comme ça, qui gravitent autour d'elle. Alors, on a du coup l'intérieur c'est la mère et la fille, et puis on a l'extérieur, c'est-à-dire les sorties, les rencontres. Alors on a Aminata, qui est une jeune chanteuse africaine qui slame et qui veut voilà, qui veut se produire, qui aimerait bien enregistrer un jour un disque, qui fait que elle se fera écouter de plein d'auditeurs, et elle met toute son énergie. Souvent elle doute parce qu'elle sait pas trop si elle est sur la bonne voie, et donc elles discutent ensemble comme ça avec Alice. On a aussi Nicole, qui est une ex photographe de plateau, et qui, elle, bon, bah, suite à une petite, bon, elle a eu des galères, d'appartement, et elle a dû quitter son appartement, non pas parce qu'elle ne voulait plus le payer, mais c'est en fait, comme il lui est arrivé un drame familial, elle a oublié de payer son loyer, et elle était dans sa tristesse, elle a oublié de payer son loyer pendant plusieurs mois. Et puis à un moment, bah, elle se retrouve avec les huissiers devant la porte, enfin pas devant la porte, mais un avis d'huissier. Et là, il faut qu'elle parte. Et elle se retrouve dans un foyer. Elle n'a pas tout à fait 60 ans, mais presque. Et donc, elle se retrouve dans un foyer. Et puis, elle est en attente d'avoir un logement social. Et en attente, ben, elle aussi, elle cherche à continuer d'exercer son métier de photographe. Donc là, elle bosse pour des revues, elle shoot comment on appelle ça, des meubles d'art déco, enfin c'est pour des revues d'art déco. Elle bosse, quoi. Elle bosse et elle bataille. On a aussi Jouba. Alors Jouba, c'est l'exilé, mais l'exilé qui est là quand même depuis plusieurs années, l'exilé d'Algérie, qui lui est venu pendant une période où c'était un petit peu compliqué, et qui était tourneur mécanicien dans une usine, mais l'usine, à un moment, bah, elle fait faillite. Donc, bah, Jouba se retrouve licencié économique. Et là aussi, c'est pareil, c'est Jouba bataille pour retrouver du boulot. Et Alice, en fait, elle est auprès de lui, et elle lui rédige ses courriers pour les offre à Pôle emploi. Donc, il y a une espèce de complicité entre eux, parce que, effectivement, Alice, elle est très attachée à l'Algérie, même si elle connaît pas très bien ce pays, mais elle y est beaucoup attachée. Et donc, quand elle a rencontré Jouba, en fait, au départ, il avait pas de papier. Et donc, on apprend dans le roman
qu'en fait, elle finit par décider à un moment, parce qu'elle le voit tellement en déshérence, et puis c'est tellement compliqué cette histoire de régularisation, d'aller d'un bureau à un autre, de faire la queue, d'espérer, d'attendre, d'avoir du boulot, alors que quand t'es sans papier pour avoir du boulot, bah finalement c'est compliqué, t'as pas de boulot quand t'as pas de papier. Donc la condition pour avoir tes papiers, il faut avoir du boulot. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc elle se rend compte que c'est tellement compliqué qu'elle se dit, et elle l'aime vraiment très sincèrement, c'est une amitié de cœur, donc elle se dit qu'elle va épouser son frère de cœur. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle épouse son frère de cœur, et grâce à ça, et du coup, il trouve ce travail dans cette usine. Il va travailler à plusieurs... c'est 1h30, peut-être 1h30 de route, donc il fait son 1h30 de transport, mais il est ravi de ça. Il est tellement content d'avoir enfin du boulot qu'il est ravi, mais il y a la CNIL, le licenciement économique. Mais Jouba ne désespère pas, et il bataille, et il bataille. Et puis on a une autre personne comme ça qui elle est aussi très lumineuse, c'est Michel. Michel qui est un avocat, et qui lui est un avocat qui est proche, disons, je vais pas dire des causes perdues, mais il est du côté du prud'homme, donc il va faire souvent des ouvertures de dossiers pour quasi 0 centime, parce que il pense que c'est davantage, pour lui la nécessité c'est d'arriver à défendre ses clients, mais ça entre guillemets. Et bon, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup Jean Ferrat, qui est proche de Lafargue, et qui a un idéal sincère. Alors voilà, je sais pas si j'ai beaucoup parlé de la voix du Moloch, mais... Tu as présenté quelques personnages, et c'est intéressant parce qu'on voit la diversité. On comprend que la voix du Moloch, oui, c'est un problème, on va dire, entre Alice et sa mère. Même après, il y a des faits de société derrière, par rapport... et tu entames sur pas mal de thèmes différents. Enfin, c'est l'impression que ça donne en t'écoutant. Que ça soit le milieu ouvrier, ou que ça soit les personnes... Enfin, c'est des gens qui sont écrasés, oui, d'où le titre, La voix du Moloch. On comprend très bien. Mais aussi avec beaucoup de lumière, enfin, je l'espère. Par exemple, il y a une phrase que j'ai écrite qui traverse à un moment Alice, qui est la beauté sauvera le monde. Et bon, ça c'est une phrase de Dostoïevski, du prince Mishkin. Le nom du prince, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Et donc la beauté sauvera le monde. Et Alice, elle y croit en ça. Mais enfin, en même temps, Sandrine Malika, elle espère y croire, mais c'est vrai que quand on voit un peu ce qui nous entoure, la beauté sauvera le monde, j'espère que ce n'est pas juste un fantasme. Ouais, la réalité fait penser le contraire. La réalité parfois pourrait nous laisser croire que ça risque d'être très ardu. Ouais, très ardu, très violent, mais bon, on verra. Hein. Inch'Allah, comme disent les jeunes. Oui, il faut surtout pas, faut pas désespérer. Bien sûr qu'on a on a des batailles qui toujours aboutissent, et heureusement. Et on peut atteindre cette beauté. En fait, il suffirait aussi d'une bonne volonté réellement sincère, et pas juste de façade. Et tant qu'on ne sera que sur des volontés de façade, ce sera extrêmement compliqué. Si les volontés sont réellement sincères, il me semble qu'on pourrait y arriver. Ne serait-ce pas une forme de rééducation? Attention. Rééducation, je sais pas. Bien sûr qu'il y a sans doute beaucoup d'éducation à faire de part et d'autre. C'est un travail que tout le monde doit faire. Oui, c'est un long travail, mais qui est sans doute faisable.
Je voulais passer un petit bonjour à Bianca, je vois qu'elle nous suit, elle est auteure aussi d'un très bon livre qui s'appelle Cendrillon du trottoir, où elle raconte, enfin c'est une autobiographie, mais elle n'écrit pas que ça. On va faire la pause dans pas très longtemps, il nous reste une dizaine de minutes. J'avais un petit trait d'humour quand tu m'as parlé du nom, mais qui n'a rien à voir avec le livre. Quand tu as dit que le personnage, tu me permets, c'est pas méchant. Quand tu disais le personnage, d'ailleurs j'adore le prénom Alice, c'est pour ça. Quand tu disais que le personnage s'appelait Alice, j'ai pensé, avant que tu détailles vraiment, c'était au tout début quand tu disais ça, je pensais Alice au pays de la merveille. Mais bon. Écoute, t'as tout à fait raison d'avoir pensé à Alice au pays de la merveille. J'y ai également pensé pour le choix de ce prénom. J'y ai pensé. C'est en plus c'est un très beau prénom. Voilà, on porte le poids de son prénom. Tu portes le poids de ton prénom? Non, pas du tout. Non. Est-ce que tu connais la signification de tes prénoms? Alors, je sais que Malika, ça veut dire la reine. Ouais. Et que Sandrine, visiblement, viendrait d'Alexandrine. Ouais. Ce serait donc un prénom plutôt d'origine grecque. Et tu connais sa signification, pas? Non. Non. Ok. Je crois que j'avais regardé un moment, mais j'ai oublié. Peut-être que tu règnes dans ton monde. Alors, puisque tout le monde t'appelait Malika la reine. Si j'avais dû m'appeler vraiment Malika Charlemagne, alors là, ça faisait... la reine Charlemagne, c'est pas mal, hein. Non. Donc, non, je porte pas le poids de mon prénom. Alors, après, Charlemagne, si. Charlemagne, c'est peut-être un petit peu lourd à porter, parce que tout de suite, c'est très évocateur. Donc, j'aurais sans doute préféré... ne pas m'appeler Charlemagne, mais peut-être tout simplement Charles. Sandrine Malika Charles, je trouve ça plus léger. Bon, j'invite les spectateurs à être un peu moins discrets et à poser leurs questions. On se retrouve dans 7 minutes. On va se faire une petite pause. On va mettre les extraits de ton livre, si tu es d'accord. Ah oui, tout à fait. Et si vous avez des questions, je pense que Sandrine se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, on reprendra un peu concernant la voix du Moloch, parce qu'apparemment tu utilises beaucoup de thèmes, donc ça serait intéressant de les développer, si tu es d'accord. Voilà. Oui. Ou on peut passer à une partie un peu plus intimiste, si tu as envie de parler de tes convictions, de toi, de ta vie privée. C'est toi qui décides, c'est ton émission, et on se retrouve dans 7 minutes avec Sandrine Malika Charlemagne pour Alc numéro 14. Et merci à ceux qui viennent de rejoindre. La voix du Moloch de Sandrine Malika Charlemagne. Extrait. La mère rend visite à sa fille environ chaque semaine. Enfin, surtout à ses petits-enfants. Elle dit prendre du plaisir à les voir, préférer largement son rôle de grand-mère, moins de contraintes et moins d'emmerdements. Chez Sarah, elle en profite pour prendre sa douche. Chez elle, en installer une a toujours posé problème. Elle n'a jamais pu se défaire de sa manie de se laver devant l'évier de la cuisine, dans l'éternelle bassine d'eau. Mère regarde Alice. Mère se tait. Mère attend. Alice sent les yeux fixés sur elle et son sang pulser dans ses veines. Le regard de Mère scrute peut-être s'il subsiste encore une ressemblance entre elles. Mère n'a jamais dit si elle s'étonnait de leur chemin de vie divergent. Alice ne se risque pas à l'affronter du regard en cet instant. Dévoiler son écœurement ne servirait à rien. Elle pense soudain aux Gorgones, dont le regard peut vous changer en pierre. La mère a terminé sa cigarette. Elle s'éloigne du mur pour de bon. Cette fois, elle se dirige vers la table pour s'approcher d'un autre cendrier. Elle traîne ses pantoufles. Les semelles bruissent sur le sol. Un quart de seconde, ses chevilles tout enflées font pitié à Alice. Elles sont plus proches l'une de l'autre à présent. À peine un mètre les sépare, pas plus, se dit Alice qui n'aspire qu'à voir disparaître sa mère, regrettant que ses suppliques restent sans effet, sans remettre au mektoub. Juba lui a souvent parlé de ces écritures auxquelles on n'échappe pas. Clope à présent écrasée, la mère s'attarde, immobile, près de la table, le regard cette fois rivé sur le rideau.
Sa respiration est moins sifflante, mais tout aussi oppressante. Pourquoi Alice se maudissait avec autant de violence ce que la mère lui avait transmis, ou plutôt ce qu'elle n'avait su lui transmettre? Captive de cette peur viscérale, le moindre plaisir de la vie lui semblait hostile, et Alice, au lieu de compatir, de toute sa voix silencieuse de métèque trépignait de colère. C'est cette obsession du manque qui a fini par lui faire perdre les pédales. La mère entend des voix qui, à l'en croire, lui annoncent les bons numéros du tiercé. Le hic, c'est qu'une fois arrivée au guichet des turfistes, elle ne les joue pas, à cause d'une autre voix, la voix du diable, s'emporte-t-elle en l'évoquant, celle qui l'empêche de miser sur les chevaux favoris et de décrocher le gros lot, tout ça pour la punir. Résultat, la mère ne gagne jamais. Quand Alice lui demande pourquoi on chercherait à la punir, elle répond que ce serait trop long à expliquer, qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Alors le suivi psychiatrique, les médicaments, c'est à cause de toutes ces incohérences qui lui rongent le cerveau. Alice fait ce qu'elle peut. Alice avait quitté les choux pour les orchidées. Autrement dit, elle avait appris à vivre autrement. Enfin, c'est surtout ce dont elle cherchait à se persuader. Enterrer l'urne du désespoir, le cadre familial moisi avant même d'avoir germé. Gommer les traces de pauvres cloches, se défaire de la sale peau, copier sur des modèles issus d'un bon milieu, changer son langage, écouter, beaucoup écouter, ceux de l'autre monde dont il allait de soi qu'il valait mieux en être. Elle venait de passer un moment, assise sur sa vieille chaise en paille dans sa pièce, à regarder le fusil de Serge qu'elle avait tiré de sa planque, en gambergeant sur ses origines. La naïveté de son milieu. Était-ce par cet excès de naïveté que la mère sombrait ainsi aujourd'hui? Alice fixait des yeux la crosse, la tête envahie par une succession de scènes, le fusil par terre au milieu de la chambre, à 2 mètres environ de ses chaussures. Elle restait ainsi, sans bouger, repensait à la mère, qui soufflait toujours très fort en rentrant du travail, comme s'il lui fallait recracher quelque chose. Et là, parfois, après avoir posé ses sacs par terre, la mère la regardait d'un œil si peu aimant qu'Alice pouvait y lire toute l'exaspération de l'avoir mise au monde. Son regard se fixait sur elle avec tant de désamour qu'Alice en avait les membres tout glacés à l'intérieur. Alors elle voulait disparaître, rentrer dans un trou de souris. La mère ne vivait jamais de journées agréables, juste bonne à nourrir les mioches, maugréait-elle en se dirigeant vers la cuisine. Enfin est arrivé le camion des Restos du Cœur. À grands cris, certains exprimaient une gaieté quelque peu jouée. Des bénévoles déballaient glacières et tupperware. Au menu, semoule de couscous, macaroni en sauce, patates à l'eau, fromage mou, pain de mie et fruits. Des briques de lait aussi, avec des cornflakes, mais pas de viande. À la soupe, trop cher d'offrir de la viande à chaque passage, avait dit la mère. Les bénévoles, en tablier blanc, les mains gantées de plastique transparent, type gants chirurgical, installaient des tables pliantes pour y poser des piles d'assiettes jetables. L'agitation augmentait dans la file qui avait grossi. Au moins 300 personnes à présent. D'autres bénévoles sont arrivés et se sont dispersés autour des tables, celles des plats chauds, celles des boissons, celles des desserts, puis celles des cornflakes et du lait. À chaque table, 3 à 4 personnes assuraient le service. Un grand costaud veillait à l'ordre, criait à la ronde de se calmer, qu'il y aurait à manger pour tout le monde, que ça ne servait à rien de prendre le tour de quelqu'un. Il y avait des enfants un peu plus loin. En dehors de la file, ils couraient les uns après les autres. Alice se sentait un peu voyeuse à regarder ainsi la misère cachée derrière la cabine des toilettes publiques, mais la curiosité l'emportait sur les scrupules. Surveiller secrètement la mère commence à l'épuiser. Alice se met à trembler. Pourquoi se complaisait-elle là-dedans? Quel plaisir pouvait-elle y prendre? Alice ne sait même plus où elle a mal. À sa gauche, 3 hommes l'observent depuis les bornes où ils se sont installés pour manger, chacun une assiette sur les genoux. Ils la fixent sans hostilité, mais elle voit bien qu'ils s'interrogent. Que fabrique cette fille qui ne mange rien, planquée derrière cette voiture?
Dès qu'ils croisent son regard, ils replongent aussitôt le nez dans leur assiette. Ils se parlent à voix basse, ils ont l'air si seuls. D'apparence discrète, le visage mat et émacié, est-ce qu'ils partagent la même piole sinistre louée par un marchand de sommeil véreux? Est-ce qu'ils triment au noir sur des chantiers? On ne veut pas d'eux, mais ils sont bien utiles sur le marché du travail clandestin. Avec tout ça, l'heure a tourné. Le ciel s'est assombri. La foule s'est faite plus dense. Un gars passe devant Alice en souriant, un morceau de pastèque à la main. Des petits groupes se sont formés, ça et là. Ce sont des gens de toutes origines. Mis à part le français, Alice entend des bribes d'arabe, de polonais, de dialectes africains. Que faire de mère? L'entraîner de force? Elle l'enverra bouler à coup sûr. Se mettra à lui hurler de ne pas se mêler de ses oignons, qu'elle s'en fout de ce qu'Alice peut bien penser, que c'est sa vie, pas la sienne. La distribution des repas s'est achevée, et Alice cherche mère des yeux dans la foule, se sent prête à jouer son rôle de fille modèle. Tout d'abord, agir en douceur, entourée d'un bras rassurant ses épaules, parvenir à la toucher depuis toutes ces années que ses mains ne se sont posées sur elle. Ne rien brusquer surtout. Peine perdue. Alice scrute la foule, la mère a disparu. Volatilisée, la mère. Elle a sûrement regagné son trou à rats après avoir demandé s'il y avait du rab à l'un des bénévoles et embarqué quelques denrées dans son sac, à moins qu'elle ait eu envie de s'enfoncer encore plus bas et qu'elle soit partie pioncer n'importe où. Un enfant braille dans une poussette, un long cri suraigu. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être toujours flanqué de son dégoût? Il ne lui reste qu'à rebrousser chemin. Alice s'éloigne avec une espèce de grand froid à l'intérieur. Devant l'horloge de la gare, elle remarque qu'il est 21h. Un quart de lune frémit entre deux nuages d'un léger rose cendré. Elle s'accroche au ciel, retient ses larmes. Les poings serrés dans les poches de son jean, elle se traîne dans la rue avec le sentiment de ne posséder que son humiliation. Salut Sandrine Malika, on est de retour pour Alpes 14. Donc bon, ça y est, mon modérateur s'est réveillé, tant mieux. Trouve pas des excuses, je vais te virer, tu vas être mise à pied, voilà. Donc, il y avait Bianca qui demandait quelle était la pathologie de la mère. La pathologie de la mère, disons, est-ce que c'était une forme de schizophrénie peut-être? Oui, si elle entend la voix, oui. Ou bipolaire. Bipolaire. D'accord. Mais dans ton récit, justement, parce que, ouais, elle est assez concernée par rapport à ça, Bianca, elle est bipolaire. Enfin, maintenant on dit plus bipolaire, on dit... Enfin, je sais pas, il y a plein de termes différents et on veut rattacher ça aussi à la schizophrénie maintenant, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'OMS. Mais voilà, La voix du Moloch, c'est le titre du livre. Mais est-ce que ça a été identifié dans le livre une seule fois comme la voix du Moloch, ou c'est une voix qu'elle entend qui lui fait, qui lui donne les bons numéros du loto, c'est ça? Ou du tiercé, je sais plus. Ces voix, en fait, la mère est persuadée de les entendre. Donc, il y a la voix qu'entend la mère, enfin, les voix, elle les entend réellement. Pour elle, alors je sais pas si c'est la schizophrénie, en fait, la fille sait que sa mère va voir une psychiatre, donc elle sait pas exactement le diagnostic, c'est pour ça que là, je m'avance un peu quand je parle de schizophrénie, bipolarité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'elle va voir une psychiatre, et que la psychiatre, à un moment, envisage même de peut-être l'interner si ça ne s'arrange pas, parce qu'elle prend aussi des médicaments pour essayer de recouvrer pied avec la réalité. Donc voilà, et puis cette voix aussi, en fait, elle va traverser autrement la fille, parce que Alice va aussi entendre une voix qui lui dit, enfin, une voix qui lui dit certaines choses. Alors je veux pas trop en dévoiler par rapport au livre, mais Alice entendra aussi une voix qui va lui rappeler également comment sa mère pouvait parfois se comporter quand elle était enfant. Et c'est là où il y a des formes je vais pas dire
de rancœur, mais disons d'incompréhension. Il y a des choses que l'enfant n'a pas compris venant de sa mère, qui lui remonte à la surface. Et donc, il y a cette voie du Moloch qui la traverse aussi et qui la cherche quelque part. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit également, c'est que Alice, le personnage, elle a un fusil. Et donc, elle va être traversée comme ça par certaines idées, exactement. Et on ne saura pas, dans la narration, on ne saura pas, enfin, voilà, que va-t-elle faire avec ce fusil? Il y a aussi un fusil. Le fusil est très présent dans cet ouvrage. D'accord. Mais voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas tout dévoiler. Là, je le tiens comme ça à la main, donc parce que bon, il est sorti donc aux éditions Velvet. Je remercie mon éditrice Barbara Steiner, mais également un homme un écrivain, essayiste, qui a préfacé l'ouvrage, qui s'appelle René Tsekati, qui est un spécialiste, entre autres, parce que pas seulement de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini, et il a rédigé voilà, une préface, vraiment une magnifique préface, et franchement, je suis très très émue quoi qu'il ait rédigé ceci pour le livre. Enfin bon, voilà, donc Tu le remercies. Ça t'a fait plaisir, ça t'a touché, cette préface. Oui, parce que vraiment, j'ai été très très touchée. Et oui, je voulais aussi, puisque c'est pas pour faire la promotion de mes œuvres, mais parce que bientôt je vais faire une lecture, enfin en extrait. Ah, Sarah Eno, c'est une pièce de théâtre, ça, non? Alors ça c'est du théâtre. D'accord, oui, parce que tu étais dramaturge aussi, oui, je me souviens. C'était à l'époque où on s'est connus. Tout petit dramaturge, parce que j'ai pas écrit beaucoup de théâtre, et romancière aussi. Je n'ai pas une œuvre très conséquente. J'aimerais avoir les mots qui fusent comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à écrire. Pour moi, c'est très compliqué. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup essayer d'incarner, de faire vivre des personnages, créer un univers. J'aime vraiment beaucoup l'écriture, mais c'est pas toujours évident, quoi. Donc, pour en revenir à cette pièce, Sarah et Nour, en fait, je l'ai écrite dans le cadre c'était un appel à texte anonyme, et donc sur 166 textes à peu près de mémoire, ils en gardaient 3, et donc moi j'ai remporté la 3e place, donc j'ai eu ce qu'on appelle la médaille de bronze. Donc bon, c'était une sorte de petit bloc en cristal. Et après la remise du prix, en fait, c'était qu'on était édité. Donc j'ai été édité aux éditions chez l'Harmattan. Et Sarah et Nour, en fait, alors je lis juste la petite 4e, c'est très court. Ce sont 2 sœurs, Nour et Sarah, après la mort de leur père, se retrouvent dans l'appartement familial. Leur relation est une suite de frictions où leurs aspérités, loin de s'adoucir, s'exacerbent, tandis que le lien familial qui les rattachait se distend. Seuls les unissent encore les souvenirs d'avant et un petit oiseau en cage. Idriss sera à son corps défendant l'étincelle qui va tout embraser entre les 2 sœurs et provoquera le Ragnarok de leur vie commune. Donc c'est un huis clos, 2 sœurs dans un appartement, enfin avec aussi l'amoureux de Nour qui vient lui rendre visite. L'amoureux est pizzaiolo mais aussi photographe. Il rêve de devenir photographe. Un petit clin d'œil avec la photographe de La Voix du Moloch. Voilà, c'est un peu un accident, mais et Idriss, d'origine malienne, donc rêve d'être photographe, mais pizzaiolo en attendant de meilleurs jours, et il tombe amoureux de Nour. Et Nour est étudiante en sociaux,
Et Sarah, à l'inverse, c'est caissière dans un supermarché. Et Sarah, elle, est tombée, Elle est beaucoup plus dans le conservatisme, voire un peu rigoriste, alors que Nour, pas du tout. Et en fait, les deux sœurs se disputent vis-à-vis de ça, même si elles s'aiment énormément. Mais Nour ne comprend pas du tout le choix qu'a fait sa sœur. Par exemple, elle porte le djellab. Alors le djellab, si tu vois ce que c'est, c'est on est toutes drapées, et on voit juste ton visage. Bon, c'est un peu comme les nonnes d'aujourd'hui, les bonnes sœurs. Là, elles sont toutes en bleu. On voit leur visage. Mais bon, les bonnes sœurs sont dans leur monastère ou vivent éloignées de la vie. Elles sont un peu recluses, entre guillemets. Elles n'ont aucun rapport avec le monde de la civile, oui. De la société, quoi. C'est pas, voilà, elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de mari, et voilà, donc elles portent cette robe. Bon, à l'inverse de Sarah qui a une vie, qui travaille, porte le djellab. Mais Nour n'est pas en accord avec ça, parce que pour elle, le djellab, c'est quand même une volonté de se mettre à part. Elle pense aussi que il y a des femmes qui dans d'autres pays souffrent énormément de cette condition. Voilà, de cette condition, de cet enfermement. Et donc, elle ne comprend pas pourquoi sa sœur Sarah porte ce djellab alors que, effectivement, leur mère qui est décédée portait simplement un tout petit fichu, on voyait leurs vêtements et tout, parce que le djellab, bien quand même, est importé d'Arabie Saoudite. Et donc, elle n'est pas en accord avec cette fermeture qu'a choisie Sarah. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est une fermeture. Et donc, elle discute autour de ça, mais avec pas du tout avec agressivité, avec beaucoup d'amour. De temps en temps, il y a des petits moments d'emportement venant de la part de Nour, mais elle aime profondément sa sœur, et donc elle voudrait, quelque part, oui, elle voudrait que sa sœur vive. Je vais pas dire à l'occidental, mais est-ce que aujourd'hui, effectivement, on est dans de telles complications, dans de telles difficultés, et aussi on oublie peut-être trop parfois que effectivement ailleurs c'est quand même assez terrible, quoi, ce qu'il se passe. Et donc est-ce que ce n'est pas un peu cautionner je vais dire les horreurs, oui, les horreurs. Pardon? Ouais, les horreurs, les régimes autoritaires, enfin tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc elle se pose cette question-là, c'est ça? Voilà, exactement. Elle s'interroge, elle est très triste de ça. Alors elle ne va pas condamner sa sœur, puisque c'est sa sœur, et puis voilà, son objectif n'est pas de la condamner, mais d'essayer de lui faire entendre que peut-être elle se trompe, et que si elle veut soutenir toutes ces femmes dans d'autres pays qui souffrent énormément et qui n'ont absolument pas la liberté de pouvoir se vêtir comme elles le souhaitent, que peut-être par solidarité, il faudrait voilà, envoyer tout ça valdinguer. Mais pas envoyer valdinguer ses croyances. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il y a Baraco Vidéo, mon super modo, qui peut être à l'ouest parfois, pertinent d'autres fois, qui pose comme question, mais bon, par rapport à ce que tu nous as dit au début, enfin, tu y répondras, si tu veux. Alors, Sandrine Malika Charlemagne, on dit souvent que l'écrivain écrit ses romans en s'inspirant plus ou moins de son vécu. Oui, bien sûr, mais il a complètement raison. Effectivement que je m'inspire de mon vécu pour écrire, et en même temps, je m'inspire de personnages que je rencontre,
choses que je vois à l'extérieur, et ensuite je navigue avec ces différentes matières pour essayer de créer un univers et une sorte d'intrigue. D'intrigue et des personnages, parce que tes personnages aussi sont assez complets la plupart du temps. Apparemment, tu leur fais des traits bien psychologiques à chacun et ça te permet d'entrer dans certains thèmes, non? Tout à fait. Alors parfois les personnages, soit je mélange des personnalités dans une même personnalité. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, ça va. Oui, t'inquiète. Plusieurs traits de caractère dans une même personnalité, voilà, on a compris. Oui, voilà. C'est-à-dire, peut-être que je vais rencontrer, je sais pas, oui, différentes personnalités, et puis de ces différentes personnalités, elles vont finalement, oui, voilà, n'en devenir plus qu'une. Alors, je continue la question de Barako Vidéo et on va passer sur Jean Hasselmeyer. Donc, alors, je continue la question puisque c'était une intro, ce qu'il disait là, Barako Vidéo. Et c'est là où, même moi, j'ai pas trop compris la question. Enfin, un mot. Alors, la suite de la question. Une expérience dans ta vie professionnelle ou une ou plusieurs rencontres, avec un S entre parenthèses, dans ces différents milieux pro, entre guillemets, t'ont-ils inspiré? C'est là où j'ai pas compris. C'est la question? Oui. C'est la question de mon supermodo. Donc, l'intro, c'était que les écrivains écrivent ces romans en s'inspirant plus ou moins de son vécu, tu as parlé de ça, et ensuite ça continue par une expérience dans ta vie professionnelle, ou une ou plusieurs rencontres dans ces différents milieux pro t'ont-ils inspiré? Le pro c'est professionnel, d'accord, dans ta vie professionnelle. Voilà. Bah oui, Armand Gatti, t'en as parlé tout à l'heure déjà, il t'a un peu inspiré quand même, non? Ah oui, si j'ai eu des rencontres professionnelles qui m'ont inspiré. Oui, bien évidemment, Armand Gatti. Voilà, des expériences. Voilà, l'expérience dans ta vie professionnelle par rapport à où ces rencontres t'ont inspiré. Oui, alors Armand Gatti, il t'a inspiré sur quoi, par exemple? Alors, il ne m'a pas inspiré forcément pour écrire. Mais dans une réflexion. Voilà, tout à fait, plutôt dans la réflexion. Dans la réflexion. Puis c'est quelqu'un de très très bienveillant. Pour Armand Gatti, on n'avait pas forcément besoin d'avoir fait de très longues études pour se mettre à écrire. Donc Armand Gatti trouvait que chacun pouvait écrire à sa mesure d'où il venait. Que à partir du moment où on avait l'envie et la nécessité d'écrire, il fallait s'y mettre. Donc, ce qui était, voilà, pour moi, c'était très important de parler avec lui parce que il y avait le fait qu'il n'y avait aucune barrière. Il avait une certaine sagesse, quoi, qui résonnait en toi, c'est ça? Tout à fait. Et Jean Hasselmeyer te demande, pardon, tu parlais de la lecture de Sarah Henour, voilà, la lecture de Sarah Henour que tu as annoncée, c'est quand et où? Ah mais oui, bien sûr, mais j'étais sur la lecture. Bah oui. Oui, du coup. Alors, Sarah Henour sera lue une partie, hein, c'est-à-dire qu'on fait une heure de lecture, parce que comme on veut laisser le temps un peu pour débattre, et puis qu'ensuite il y a le couvre-feu à 21h. Donc elle a lieu à 18h30 au Centre culturel algérien. Donc ce sera lu par Jean Hasselmeyer qui interprétera, enfin qui lira le personnage d'Idriss, même si c'est un complet contre-emploi, mais ça n'a pas d'importance, puisque Jean n'est pas entre guillemets, il est pas d'origine malienne, enfin c'est pas un homme de couleur, c'est un homme blanc. Mais là, bon, pour la lecture, étant donné que j'avais pas dans mon entourage des gens d'origine, enfin des gens
collant pile poil au personnage d'Idriss disponible. J'ai demandé à Jean s'il acceptait de lire Idriss, il accepte. Puis il y aura une autre comédienne, Elodie Fichesky, qui lira Nour, et moi je lirai Sarah. Et donc c'est à 18h30 au Centre culturel algérien, métro Boussicot, et ensuite les informations se trouvent sur le net, rue de la Croix-Niver. Quel jour? C'est un jeudi, donc ce sera le jeudi 10 juin. Jeudi 10 juin à 18h, métro Boussicot. 18h30. 18h30. Métro Boussicot au Centre culturel algérien, t'as dit, c'est ça? Oui, Centre culturel algérien. Tu as l'adresse ou pas? Enfin, les gens trouveront, ça doit être sur les applications. Non, j'ai l'adresse, 171 rue de la Croix-Niver. 171 de la rue de la Croix-Niver. Tu me donneras ces informations tout à l'heure par message et je les rajouterai sur la description de la vidéo. Oui, d'accord. D'accord. Bon, Baraka vidéo précisait que non, il parlait surtout dans les petits boulots, serveuses et autres, si tu as eu des expériences dans les petits boulots qui t'ont inspiré par rapport à ton bouquin, mais je pense que oui aussi. Tu as dû passer par pas mal de petits boulots aussi dans ta vie. Oui, mais alors bien sûr, évidemment qu'on s'inspire de... Par exemple, j'ai un moment, j'étais serveuse, j'ai bossé, bon, maintenant il a changé de nom, mais j'ai bossé à une période au dépanneur, je servais la tequila, et faisais le travail de nuit, c'est-à-dire je commençais vers 7-8 heures jusqu'à 5 heures du mat. Et là, bon, j'avais un petit harnachement, je vendais de la tequila, alors c'est comme si je portais un colt autour de moi, enfin dans une ceinture, pardon, et j'avais la bouteille d'un côté de tequila, la bouteille de Schweppes de l'autre, et pour les balles, c'était les petits verres de tequila. D'accord. Et puis, à chaque fois que je servais la tequila, il fallait que je dise « Arriba, arriba, tequila !» Après, quand je frappais la tequila, « Arriba, arriba, tequila !» Bon, voilà. Et donc, du coup, les cafés, j'ai baigné un petit peu comme ça dans les cafés, et l'ambiance café, ça m'est resté. Par exemple, dans La Voix du Moloch, Aminata et Alice se rencontrent au café. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si ça m'est resté, et il y a un serveur qui est présent dans la narration. Donc oui, on s'inspire toujours, enfin, en tout cas, pour ma part. Après, je ne me permettrai pas de parler au nom de toutes les auteurs, eux et auteurs sans eux, de leur mécanisme. Mais pour moi, oui, je glane... Des inspirations au fur et à mesure de différentes pérégrinations. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, que tu t'inspirais de ces petits boulots, et donc tu nous avais donné un petit souvenir où tu étais serveuse. J'espère qu'ils t'ont payé en cachet d'intermittent d'ailleurs. Ah non, au dépanneur... Même pas. Alors que tu faisais un rôle. On est dans une société, ah là là. Caché d'intermittence. D'ailleurs, c'est très difficile aussi l'intermittence. Bon, mais ça tu le sais, c'est pas. Alors j'ai un projet également de documentaire sur la vie de William et Gilberte Sportis. Alors en fait, Gilberte et William Sportis ont très très longtemps vécu en Algérie. Ouais. Ils en sont partis en 1994, donc c'est-à-dire très tard, parce qu'ils avaient plus de 70 ans quand ils ont quitté l'Algérie. Et ils faisaient partie du Parti communiste algérien. Ils ont soutenu l'indépendance, et puis ensuite, menacés par des membres du FIS, ils ont quitté l'Algérie, et donc on essaie de faire je suis en co-réalisation avec Jean Hasselmeyer, de retracer leur parcours, parce que c'est un couple formidable qui a fait beaucoup, quoi, qui a œuvré pour l'indépendance de l'Algérie, et puis qui ont un parcours assez exceptionnel. Et une espèce aussi de croyance en l'humanité qui est
qui est formidable, quoi. Enfin, franchement, je suis épatée de voir, de les écouter parler. Mais tu es retourné en Algérie après Alors, je suis retournée en Algérie, oui, j'y suis retournée. Alors là, ça date un petit peu, mais la dernière fois, c'était en 2018. Et après 2000, alors en 2000, c'était par rapport ensuite à la naissance de l'ouvrage, qui a eu lieu quelques années plus tard, Mon pays étranger. Mais après, oui, j'ai eu l'occasion d'y retourner à peu près, peut-être une petite dizaine de fois. D'accord, ah oui. Mais à chaque fois que j'y vais, je ne vais pas forcément voir la famille du côté de mon père. Je me rends en Algérie chez des amis qui m'accueillent. Tu visites un peu le pays aussi, les régions, c'est ça? Voilà, ou pour des fois, c'était pour des rencontres autour du théâtre. Il y avait eu des rencontres autour du théâtre en Kabylie en 2005. Donc je me suis retrouvée là-bas pour une aventure avec des lectures qui avaient lieu dans un théâtre qui s'appelle la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Donc j'étais là-bas. Ensuite, effectivement, c'était pour aller voir une amie qui m'avait dit tu es la bienvenue, tu peux venir du côté d'Alger. Donc j'y étais allée. Voilà, après ça dépend des occasions, quoi. Ouais, parce qu'on ressent un grand intérêt par rapport à tes œuvres entre Mon pays étranger, c'est ça? Pardon, excuse-moi, j'ai oublié le titre. Ah oui, en fait, dans mon Depuis pays... la première fois où tu vas en Algérie, où tu découvres les racines de ton père, jusqu'à... On sent une admiration par rapport à ce pays, à son histoire, ou par rapport à ces gens, ou... Non? Oui, alors plutôt par rapport au peuple. Au peuple lui-même. Voilà, au peuple lui-même. Le gouvernement, je ne me prononcerai pas. C'est dans le même cas, voilà. Pareil, je ne vis pas en Algérie au quotidien pour pouvoir me permettre d'en parler. J'estime que ce n'est pas à moi de le faire. Je pense certaines choses, mais je n'ai pas, à m'exprimer sur ces questions. En revanche, oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment très très touchée de la façon dont j'étais accueillie, et même en étant, tu vois, française, puisque je ne parle pas l'arabe, ou à peine, vraiment des tout petits mots de rien du tout, et ni même le kabyle, parce que mon père était kabyle, donc mon père parlait et le tamazir et l'arabe dialectal. Mais donc, il ne m'a pas transmis la langue, ce que je regrette profondément, mais ce fut son choix. Donc, après, voilà, c'est vraiment la façon dont j'étais accueillie. Ils ont C'était tellement chaleureux, et sans arrière-pensée, hein, c'était pas je t'offre pour que tu me donnes en retour. Bah, ça existe aussi, il y en a partout de ces gens-là. Mais toi, tu parles de l'hospitalité des gens, de leur chaleur, que j'ai pu retrouver dans d'autres pays aussi, hein. Et que j'ai trouvé en Algérie aussi quand j'étais gamin. J'y suis allé 2 fois quand j'étais gamin. Donc, voilà. Évidemment que c'est pas propre juste à l'Algérie. On est bien d'accord. Mais en tout cas, moi, j'étais très touchée par ça. Et puis, c'est vrai aussi que les paysages sont magnifiques. C'est du côté, c'est très très beau. C'est très beau. Donc après, voilà quoi. Mais je suis aussi très attachée à la France, où il y a il y a aussi des régions splendides. Je n'ai pas forcément d'attachement plus à un pays qu'à un autre. Voilà. D'ailleurs, ça se ressent dans tes livres par rapport à tes personnages qui sont de tout milieu, quoi. Mais je voyais cette fascination, ça peut être mal interprété ce mot, mais cette admiration, voilà. Et je me disais bien que ça devait venir justement de l'hospitalité des gens, et c'est plus les gens que tu as rencontrés là-bas qui t'a amené à traiter tous ces sujets, quoi, toutes ces personnes. Oui, je pense. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Alors, admiration ou attachement, un grand attachement. Ouais. Un profond attachement. C'est plus nuancé, ouais. Le mot est mieux utilisé. Ouais. On va s'approcher de la fin puisqu'on doit arrêter à 14h30 aujourd'hui. Alors,
un tout petit peu, peut-être 10 minutes de plus, on verra, je sais pas trop quelle heure il est. Oui, alors que je voulais lire, c'est très rapide. Hein, vas-y, on t'écoute. Moi, je vais éteindre mon micro pour pas qu'il y ait des échos qui coupent la voix. À tout de suite. Tu vas nous faire une petite lecture, c'est ça? Oui, mais c'est très court. Hein. C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, mais c'est vraiment très court. Des théories et encore des théories qui demeurent des abstractions et ne deviennent jamais réalité. Toi, parmi les gens d'en bas, ce n'est pas faute de ne pas y avoir cru. Du haut de ton petit milieu, tu as vu ce que les ravages de la survie pouvaient avoir de destructeur, et combien n'était pas donné à tous de se lancer dans le combat. Mais dans ton cœur battait la flamme d'une insoumission dont tu ne connaissais l'origine, si ce n'est celle de la condition de tes parents. Ils méritaient mieux, clamait quelque part une petite voix, ce n'était pas juste, ils ne méritaient pas l'inquiétude et la peur des lendemains. Tu te disais que la révolte des pauvres allait bientôt finir par éclater, qu'on ne pourrait laisser ainsi, à force d'être trop souvent trompé et conduit tel un troupeau à sa mangeoire, à la chaîne. Alors, c'est un petit extrait, parce qu'en fait, voilà, on se dit que parfois, effectivement, si on était très nombreux dans la rue pour dire non à tout ce qu'il se passe. Alors, il y a eu une ébauche, en 2019. Avec les Gilets jaunes? Voilà, avec les Gilets jaunes. Alors, moi, je m'y suis rendue, pas tout le temps, mais je m'y suis rendue à quelques reprises. Et notamment le 8 décembre 2019, j'étais sur les champs. Et au moment où j'y étais, en tout cas, c'était vraiment vers les tout débuts, il n'y avait pas, enfin en tout cas là où je me trouvais, il n'y avait pas du tout de débordement, et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé par me prendre une balle à hauteur du tibia, mais alors légère, celle-ci, elle m'a pas trop fait mal. Et puis peu après, peut-être, je sais pas, 3-4 minutes, mais c'était vraiment très rapide, je me suis repris une seconde balle au niveau de la cheville, et en même temps il y avait les gaz lacrymaux, et là j'ai failli tomber dans les pommes. Et je me suis contenue en me disant ne tombe pas. Et il y a des gars du street medic qui m'ont récupéré parce que j'arrivais pas à avancer. On est allé dans une galerie de cinéma là, et puis on était tellement envahis par les bombes lacrymaux que l'odeur elle stagnait, c'était pas possible de rester là. Donc on est ressorti. Ils ont demandé si je voulais aller vers une voiture, SAMU ou je sais pas trop. J'ai dit non, je vais me débrouiller parce que j'avais mon vélo attaché beaucoup plus bas. Donc j'ai essayé de rejoindre. Enfin en fait, je l'ai pas rejoint tout de suite parce que j'ai réussi à m'abriter. Je suis reparti cloche-pied. J'ai réussi à m'abriter dans un petit hôtel, in extremis, qui était en train de finir de se barricader. Et donc peu après, j'ai appris, donc moi j'ai vraiment eu du pot parce que j'ai pris cette balle qu'à la cheville. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Même si le lendemain matin j'ai filé aux urgences, j'ai appelé un copain au-dessus de chez moi qui est ambulancier, qui m'a emmené parce que ma cheville elle avait doublé de volume, elle était toute mauve. Donc j'ai pris 3 semaines d'attel, et puis des antibiotiques et tout, mais à la limite franchement c'est rien du tout par rapport à ce qui a pu se produire. Parce que ce même jour, voilà, pour d'autres, exactement, c'est ce que je voulais tout à fait dire. Donc moi, c'est peanuts. Et donc, j'ai appris notamment que ce jour-là, il y avait une jeune fille qui c'était la première fois qu'elle faisait une manif. Elle avait 20 ans. Elle arrivait, je sais plus de quelle région, peut-être Chartres, mais ou Troyes, je sais plus exactement. Mais elle a perdu son œil. Et c'était la toute première fois. Et franchement, la façon dont les gens qui manifestaient, il y a sans doute eu des débordements, comme il y a peut-être eu aussi des infiltrations. C'est toujours très trouble ces histoires de débordements. Mais là, au moment où moi j'y étais, je sais qu'il n'y en avait pas. Cette jeune fille, elle était peut-être à un endroit où il y avait peut-être du débordement, je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, pour qu'elle perde un œil, il y a une réelle violence complètement injustifiée, complètement démesurée, et qui est proprement, enfin, je veux dire, on n'avait pas à réagir de cette manière. Et effectivement,
il y a des débordements dans le corps policier. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors ensuite, moi je ne dis pas que tous les policiers sont des... Oui, tu généralises pas, c'est propre à l'humain, c'est propre à l'humain. Il y en a qui vont déborder, qui vont craquer et qui vont faire et qui sont responsables et on les responsabilise pas forcément, quoi. Voilà, ça vient peut-être d'une formation. Il y a peut-être des policiers qui ne sont pas suffisamment formés, qui perdent trop rapidement leur sang-froid, ou qui ont peut-être aussi des ordres. Hein, je ne sais pas ce que mais en tout cas, ça existe. Voilà. En tout cas, il y a un état de fait qui est là, qu'il y a des débordements qui ne devraient pas être, en tout cas qui ne devraient pas causer la perte d'un œil, des bras en moins, ou voilà. Oui, sujet bien compliqué parce qu'après on fait toujours des parallèles à d'autres sujets. Ceci ne justifie pas d'autres trucs et c'est juste un fait que tu constates qu'il y a des débordements, que ça soit dans le corps policier. Et évidemment, il y a aussi d'autres débordements. On est bien d'accord. On sait très bien que la violence appelle la violence. Et voilà, la violence appelle la violence. Ouais, donc tu voulais témoigner par rapport à cette époque-là, oui. Aussi en même temps, ouais. Et les gilets jaunes, c'est pas fini, même si on peut critiquer, c'est plus pareil qu'au début. Alors apparemment, Baraco Vidéo disait que ça serait plus en 2018. Hein. Puisque tu parlais de 2019, c'était peut-être 2018, parce que c'est au tout début, oui. C'est un peu les dates là ça doit être 2018, effectivement, il a raison. En tout cas, je sais très bien que c'est un samedi 8 décembre. Ah, je me rappelle du 8 décembre, mais il a sans doute raison. C'est déjà 2018 en fait. Ouais, puisqu'apparemment il était dans une manif le 17 novembre 2018. C'est pour ça que je me suis dit, je me suis permis de. Oui, 2018. Voilà. Oui, donc après ça sort le sujet des policiers de là-bas qui sont pas formés aux manifs et bon. Le sujet est vaste et on n'en est toujours pas sorti. Tu aurais peut-être un autre extrait à nous lire ou quelque chose à rajouter puisqu'on s'approche de la fin? Alors c'est simplement un petit extrait de Lao Tzu. Lao Tzu, le Tao Te King. Celui qui se réfère au Tao comme maître des hommes ne subjugue pas le monde par les armes, car cette manière d'agir entraîne habituellement une riposte. Ainsi, un homme de bien se contente-t-il d'être résolu, sans user de sa force, qu'il soit résolu sans orgueil, qu'il soit résolu sans exagération, qu'il soit résolu sans ostentation, qu'il soit résolu par nécessité. C'est en ce sens qu'il est résolu, sans s'imposer par la force. On finit par une petite touche philosophique, c'est très bien. Ça nous permettra de réfléchir. Ben, merci à toi, David. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je te retrouve dans quelques secondes en privé. Je t'envoie le lien notamment pour la lecture au Centre culturel algérien. Oui, comme ça je vais rajouter ça dans 20 secondes parce qu'il y a toujours ce décalage de 20 secondes entre le direct et la diffusion. Je te remercie vraiment d'avoir accepté de ta participation à ce RALC. On se retrouve pour un dernier RALC la semaine prochaine avec Pierre Ellinger pour le final qui nous prépare quelques petites surprises. Et je vous mets le petit teaser de Céline qui dure 1 minute et je vous dis au revoir. N'oubliez pas de foutre des sous dans la cagnotte, qu'on fasse un beau clip. Enfin, de toute façon, le budget il est là. Mais soutenez le projet. Ciao, à bientôt. J'arrive, je ne dis mot. La discussion est commencée. Bien, je vais m'asseoir tout doucement, bien tranquille, à la gauche du président. Remarquez, je ne dérange personne. Les débats s'ouvrent et se déroulent, termes ou passionnés, burlesques ou moroses, aucune importance. Dans tous les cas, aucune suite dans les idées, c'est impossible. Aucune cohérence, c'est la grande règle absolue de toutes les assemblées du monde, de n'importe quelle réunion d'hommes. Aussitôt qu'ils ouvrent la bouche, ils ne disent plus que des sottises. Voici la
pesanteur du nombre. T'en veux plus? Les débats se poursuivent quand même et d'autant plus véhément. Il y a un embouteillage terrible pour la prise de la parole. Ils veulent tous la garder tout le temps. Mais les délégués empêtrés qui n'arrivent pas à placer un traître mot de leur discours, ils trouvent le président infâme. Ils rongent leurs freins dans le coin de leur chaise. Ils préparent les pires vacheries pour assaillir ceux qui gardent comme ça tout le crachoir. Ils ont perdu le nord et le sud, le sens de la porte, le large et le travers. Ils savent même plus de quoi ils retournent. Le temps fourbu ravagé sur les boulets, ils s'écroulent. Une sorte d'angoisse les étreint. Ils savent plus comment finir. Ils se cramponnent après la table, à la façon que je les entends, comme ils expirent au rauque. Aidez-nous à faire vivre ce projet. Merci. Faut pas une seconde en retard, pas une seconde en avance. Faut que ça tombe pile exactement, partir juste à l'optimum.